Bonsoir à tous. Après l'émission sur les professeurs qui a eu lieu il y a environ 4 semaines, j'ai reçu beaucoup de lettres d'enseignants me disant en substance « Nous ne nous sommes pas reconnus dans les professeurs qui étaient vos invités ». Et il est probable qu'après l'émission de ce soir, je recevrai des lettres d'avocats et de juges me disant « Nous ne nous sommes pas reconnus dans les avocats et dans le juge qui étaient vos invités ». Ce sont là des observations tout à fait exactes, tout à fait justifiées. Mais je dois rappeler que je ne puis inviter à apostrophe que des auteurs de livres récents qui sont en librairie. Et dans ces conditions, il est tout à fait impossible de faire un plateau, comme on dit, qui soit un échantillon tout à fait représentatif de tous les courants de pensée qui traversent une profession et à plus forte raison la société. Si apostrophe est le reflet de quelque chose, c'est de l'édition, tout simplement. Bon, ceci étant dit, voici maintenant ce 87e numéro d'apostrophe sur le thème « Quand les avocats jugent la justice ». L'audience est ouverte. Quand les avocats jugent la justice, donc il y a 4 avocats, mais il y a aussi un juge. Et quel juge? Puisque c'est l'ancien président de la Cour de sûreté de l'État, Monsieur François Romerio. Je vous le présenterai un peu plus longuement tout à l'heure, mais Monsieur le Président, je vais vous présenter tout de suite les avocats qui sont là. Alors, je vais commencer par Maître Colette Piat. Maître Colette Piat qui est... Vous êtes avocat ou avocate, c'est ce qu'on dit? Oh, ça n'a aucune importance. Oui, parce que dans votre présentation de vous-même, on dit avocat, et dans votre livre, vous parlez d'une consoeur, vous parlez d'avocate. Alors, oui, c'est une façon de la désigner, enfin, c'est accessoire. Bien, alors vous êtes docteur en droit, vous êtes l'auteur de contes fantastiques que vous publiez sous le pseudonyme de Résiné, oui. Curieux pseudonyme. Vous êtes l'auteur d'une histoire d'amour des provinces de France, la Normandie. Et puis vous êtes surtout polémiste, car vous avez publié aux presses de la Cité un pamphlet intitulé Une robe noire accuse, et le sous-titre c'est La justice démasquée. Alors, c'est un pamphlet contre la justice et qui est bourré d'anecdotes, de choses que vous avez vues, vécues, mais c'est bien un pamphlet. Oui, c'est un pamphlet. En fait, si vous voulez, à l'origine, j'étais un peu comme l'avocat dont parle Camus dans La Chute, c'est-à-dire que j'avais la vérité sur les manches et je pense que j'avais l'impression d'être du bon côté, c'est-à-dire d'être en paix avec ma conscience. Et puis peu à peu, je me suis rendu compte que pour toutes les petites gens que je défendais, c'était vraiment très différent de ce que j'imaginais et que la justice était quelque chose d'interminable, de ruineux pour tous ces gens et finalement surtout d'assez agressif. Je m'en suis aperçue peu à peu, mais j'en ai eu la révélation brutale le jour où un garçon de 25 ans dont la conciliation s'était mal passée, il voulait la garde de son enfant de 3 ans, on la lui a refusée. En sortant du palais de justice, et dans la soirée, il s'est suicidé. Et je dois dire que ça a été pour moi un fait marquant. Et bien sûr, ce fait en lui-même n'aurait pas suffi, mais si vous voulez, il s'est ajouté à tant de faits concernant des gens obscurs que finalement j'ai senti, si vous voulez, une sorte de révolte que j'ai exprimée dans ce livre. Alors j'ai voulu, si vous voulez, raconter à tout le monde, expliquer... Ce que c'est que la justice, oui, comment elle est rendue. Voilà, enfin, expliquer rapidement, si vous voulez, les quelques termes pour que tout le monde comprenne bien. Et puis, après avoir donné la terminologie, après avoir donné les clés, puisque c'est ce que j'indique, les clés du collège, à ce moment-là, je les fais rentrer dans la maison et je leur raconte ce que j'ai vu et ce qui se passe. Bien. Alors, alors en face de vous, maître Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas ou pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que vous avez été inscrit au barreau de Paris très jeune, vous n'aviez pas 20 ans. Vous avez été élu pour la première fois député à l'âge de 28 ans et député, je crois, d'Orthez, c'est ça? Bon, comme vous avez été pétainiste, enfin vous avez fait la guerre, vous avez d'ailleurs eu la médaille de la Croix de guerre, je crois. Comme vous avez été pétainiste, vous avez été écarté du suffrage populaire après la guerre. Cependant, le temps a passé, vous avez été de nouveau réélu député, vous avez été candidat même à la présidence de la République en 1965, vous représentiez la droite traditionnaliste, et puis vous étiez un ardent défenseur de l'Algérie française, pourquoi vous avez été l'avocat du général Salan,
auquel vous avez épargné le peloton d'exécution. Vous avez été aussi l'avocat de Bastien Thierry, qui lui a été fusillé, et de beaucoup d'autres affaires que vous racontez très longuement dans ce livre que vous publiez, qui s'intitule Des républiques, des justices et des hommes, aux éditions Albin Michel. Alors, vous racontez aussi beaucoup d'autres choses, parce que vous avez une vie très abondante. Mais, Maître Tixier-Vignancourt, pourquoi, sur le coup, ce livre de mémoire? Quelle utilité? À qui s'adresse-t-il? Je crois qu'il s'adresse un peu à tous ceux qui sont soucieux des événements qui se sont produits pendant le dernier demi-siècle. Puisque j'ai commencé, étudiant en droit en 1926, à fréquenter la prison politique, mon cher président. Et en 1976, je n'avais pas encore terminé ma carrière sur le plan de l'avocat. Donc, comme vous le dites, il y a effectivement beaucoup de choses dans ce livre, mais il était évident qu'il devait y avoir une partie consacrée à la justice. Qui est abondante. Puisque, si Dieu le veut, en juillet, je fêterai mes 50 ans de barreau à un âge encore raisonnable. Alors, j'ai voulu définir ce que moi aussi, comme disait Colette Piège, j'avais vu. Elle a vu l'enfer, et moi, je n'ai pas vu absolument le paradis. Mais l'enfer, non. Et je dirais volontiers que je décris là-dedans aussi bien la justice militaire à l'égard de laquelle on écrit beaucoup de choses inconsidérées. Je décris les juridictions d'exception. J'en ai connu beaucoup. Ah oui. J'en ai même connu une qui a été supprimée par le fait du prince, puisqu'elle n'avait pas rendu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la décision souhaitée. Et j'ai connu surtout les juridictions du rivage ordinaire, comme l'on dit. Et je suis frappé simplement aujourd'hui de voir qu'un service public, le premier, celui de la justice, mais comporte inévitablement ce que l'on appelle aujourd'hui des bavures. C'est inhérent à toute œuvre humaine. Mais je contre quoi vraiment, alors je m'élève avec force. C'est de généraliser la bavure. Bon, alors on en parle. Alors ça, on y reviendra. Hein. Voilà. On y reviendra. Ça, oh là, les bavures. De mon propos. Ça va être une émission sur les bavures, d'ailleurs. Ah oui, bon, alors à côté de vous... à condition qu'on ne généralise pas. Oh non, on ne généralise pas. Alors à côté de vous, très important, ça. Maître Roland Dumas, qui, après avoir tâté du journalisme, est devenu avocat. Alors on trouve votre nom, enfin vous trouvez surtout les bancs de la défense ou de la partie civile dans de très grandes affaires. Alors l'affaire Guingouin, l'affaire des fuites, l'Observatoire, Ben Barcal, Réseau Janson, la garantie foncière, l'affaire Markovitch, vous êtes l'avocat du Canard enchaîné, etc. Vraiment de très grandes affaires. Vous êtes aussi l'avocat d'un grand nombre d'écrivains et de peintres célèbres. Vous êtes aussi un avocat international. Et quand on vous le permet, vous allez plaider en Israël, au Chili et ailleurs. Et vous êtes aussi un homme politique, comme Maître Tixier-Vignancourt, puisque vous avez été député socialiste de la Haute-Vienne et de la Corrèze. Non. Si. Ah si. Ah, non. Pas de la Haute-Vienne. Si. Ah bah écoutez, il faut 56. le savoir. Du DSR. Ah, mais de la Haute-Vienne, oui. Oui, Ah mais oui, pas oh. socialiste. Non, vous n'allez pas UDSR. On peut, ça. chicaner entre UDSR. Hein. Apparenté UDSR. Oui, apparenté. C'est de l'alchimie. Bon, et puis alors vous venez de publier, cette semaine d'ailleurs, un livre intitulé Les avocats aux éditions Grasset. Alors qui est à la fois un livre, enfin m'a-t-il semblé, un livre de souvenirs et un essai sur le métier d'avocat. C'est assez bien vu. Ce n'est pas un mémento pour guider les jeunes avocats, ce n'est pas un livre de mémoire, mais c'est un livre de réflexion sur la profession. Oui. L'idée m'en est venue à l'occasion d'un procès d'assises particulièrement tumultueux, dans lequel j'ai plaidé l'an dernier en Corrèze. Et cette audience m'a donné l'idée d'écrire ce que je pensais de la profession après 25 années d'exercice de ce métier, car je suis entré beaucoup plus tard que Jean-Louis Tixier-Vignancourt dans la profession, après avoir tâté du journalisme, comme vous l'avez rappelé. Je l'indique dans le livre pour signaler que je n'avais pas une particulière vocation pour m'inscrire au barreau. La vocation est venue par la suite. Je ne sais si c'est vrai, mon père, pour les avocats comme pour les prêtres, les vocations tardives, dit-on, sont quelquefois les meilleures. En ce qui me concerne, c'est une vocation tardive. Alors, je parle de cette profession, je parle des avocats, j'explique comment on devient avocat, pourquoi quelquefois on Et puis vous dites choisit. à quoi ça sert. Je dis aussi à quoi ça sert, je dis ce que j'en pense, je dis ce que doit être le rôle de l'avocat, à la fois dans l'affaire civile comme dans l'affaire pénale, car
On parle beaucoup des grandes affaires pénales, des grandes affaires criminelles ou des grandes affaires politiques, mais il y a toutes les autres affaires où le métier d'avocat s'exerce tous les jours, quotidiennement. Il n'y a pas que les avocats qui tiennent le devant de la scène. Il y a tous ceux qui travaillent consciencieusement dans leur cabinet, qui sont de bons juristes, qui font d'excellentes plaidoiries sur des problèmes de droit civil ou de procédure. Et quelquefois, nous nous régalons à entendre dans une audience une très belle plaidoirie sur un thème ingrat. Alors je parle de tout cela en disant que l'avocat a eu un grand rôle dans le passé, il a un grand rôle dans le présent, et je pense, et je continue à dire pour les nouvelles générations, que ce beau métier pourra se poursuivre pour ceux qui auront le courage de l'exercer et de l'entreprendre. Oui, alors vous dites que ce n'est pas un guide pour devenir avocat, mais n'empêche que moi, personnellement, si j'avais un enfant qui voulait devenir avocat, je lui conseillerais vivement la lecture de votre livre, parce que là, vous avez quand même, on raconte vraiment quel est tout ce qu'il faut savoir pour devenir avocat, les pièges de la profession, Je trouve. les mérites, et ainsi de suite. Bien. Mais je trouve que vous avez une bonne idée. Voilà. Alors, en face de vous, alors, maître Robert Boyer, vous l'avez appelé mon père. Alors, il faut vous appeler mon père, alors, parce que vous, il faut le dire tout de suite aux téléspectateurs, Oui. vous êtes prêtre, jésuite et avocat, ce qui est unique en France et probablement dans le monde entier. Non, non, non. Moi, j'en ai connu un. Ah bon? Oui, il y a J'ai 30 plaidé avec il y a une trentaine de jésuites avocats en Amérique du Nord. Ah bon? Oui. Et ah bon, bah alors ça. Alors. Mais en France, vous êtes le seul. Jésuite, oui, il y a un prêtre au barreau de Versailles. Et je Non, mais pense vous êtes qu'il y en aura- jésuite et prêtre. vous. C'est ça, oui. Bah, oui. Bon, alors, alors vous, vous êtes une vocation tardive du barreau, comme vient de dire Maître Roland Dumas, puisque vous avez prêté serment il y a seulement 2 ans. 3 ans. Il y a 3 ans. Bien, alors vous, avant de devenir avocat, alors que vous étiez visiteur de prison, vous avez joué un grand rôle avec notamment Maître Soulier dans la révision du procès de Vaux. Vous êtes à Lyon le défenseur notamment des prostituées et des marginaux. Et vous avez publié chez De Noël un livre intitulé La justice dans la balance, qui est préfacé par Bernard Clavel. Et là aussi, c'est moitié livre de souvenirs et moitié essai sur la justice, moitié pamphlet contre la justice. Est-ce que c'est à peu près vrai, ça? Pamphlet, c'est pas le mot exact. Oh, bon, je suis sûr que pour M. Romerio, c'est un drôle de pamphlet. Hein. Ah oui, mais son livre aussi est Aussi. un pamphlet pour moi. Non, pamphlet, c'est pas le mot exact. Si vous voulez, c'est vrai que moi, j'ai abordé la justice par le mode d'une erreur judiciaire dont on se souviendra longtemps, et que ça ne vous laisse pas indifférent. Que, avant d'être avocat, j'ai traîné mes guêtres dans les prisons pendant une dizaine d'années, et que je peux en parler beaucoup mieux que beaucoup de magistrats, pour les connaître un peu de l'intérieur, et pas seulement pour y envoyer des gens. Et je dis ce que je pense tel que je le pense, par un biais d'écriture qui, de ce point de vue-là, force un petit peu, si vous voulez, la note en réduisant les nuances. Mais ce livre, pour moi, je ne le conçois pas comme une attaque gratuite d'abord contre les magistrats, parce que ça n'a pas d'intérêt d'attaquer une catégorie de gens. Ça n'est pas intéressant, c'est stérile. C'est un certain regard que je pose sur l'exercice de la justice. Je constate que très souvent, celui que je rencontre est pratiquement divergent ou myope, comme vous voudrez, vous choisirez, d'avec le mien. Alors vous pouvez toujours penser que je me trompe, c'est en tout cas tel que je le vois. Ce que je ressens en lisant ce livre, car je n'ai pas eu de projet à long terme, ce livre a été fait en un week-end, pour tout vous dire, alors ça a été rapide. Il a résumé, si vous voulez... Ça se voit un peu, hein, un petit peu. Mais bien sûr, Ça se voit un peu, c'est hein. évident, j'en ai conscience. Mais dans les critiques qui m'ont été adressées, j'en ai relevé une qui m'a paru intéressante et qui est celle de Jean-Marc Théolaire, où il dit qu'au fond, ma passion, c'est une façon de vouloir sauver la justice. Et si vous voulez, c'est une façon de la respecter. Il y a 2 façons de respecter les gens. Il y en a une qui me paraît fausse et qui consiste à leur faire des politesses, à leur donner des titres, des ronds de jambes. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie, ça ne m'intéresse pas. Il y en a une autre qui consiste à être critique et à accepter qu'on le soit envers vous. Moi, j'apporte un regard critique sur la justice telle que je la vois quotidiennement. Je le dis, c'est ma façon de la respecter et de vouloir que les magistrats, puisque ce sont eux qui exercent la justice, soient meilleurs, comme j'espère qu'ils veulent que moi je sois meilleur. Très bien, merci maître. Et puis alors, donc j'en reviens à vous. Alors, le président François Romerio, alors vous aussi, vous avez une carte de visite aussi longue que celle de maître Tixé-Villancourt. Vous avez été avocat stagiaire, c'est très important de le savoir. Vous avez été avocat stagiaire avant de devenir juge en Indochine. Vous êtes battu, vous étiez en Indochine pendant la guerre, vous êtes battu contre contre les Japonais. Vous aussi, vous avez été médaillé. D'ailleurs aussi, je le dis en passant, maître Roland Dumas aussi était un résistant, médaillé aussi.
Ensuite, alors, après votre retour en France, vous avez été juge successivement à Douai, Aix-en-Provence, vous étiez président des cours d'assises de Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Alpes de Haute-Provence, président de chambre à la Cour d'appel d'Angers, ensuite président de chambre à la Cour d'appel de Paris, et enfin, premier président de la Cour de sûreté de l'État, et où vous avez eu à connaître des affaires d'espionnage, Gesmar, donc l'après-mai 68, les mouvements autonomistes, l'OAS, et vous avez été ensuite conseiller à la Cour de cassation. Et vous avez publié aux éditions France Empire des entretiens avec un journaliste, Robert Hervé, des entretiens qui sont publiés sous le titre « Le métier de magistrat ». Alors j'ai appris évidemment tout ça en lisant votre ouvrage, parce que là aussi c'est une autobiographie professionnelle. Voilà ce que je dirais. C'est une autobiographie professionnelle avec jugement aussi sur la justice. Alors évidemment, pourquoi avez-vous été d'abord avocat, puis tout de suite vous êtes passé du côté, vous avez trouvé que c'était plus facile d'être juge? Non, non, j'ai été avocat parce que dans le bon vieux temps, il fallait être avocat stagiaire pendant au moins 2 ans avant de pouvoir se présenter à l'examen de la magistrature. Et pendant ces 2 ans, on était également attaché au parquet, de sorte que l'on apprenait la profession de magistrat de l'autre côté de la barre, ce qui était, à mon avis, excellent. Mais j'ai toujours eu l'intention d'être magistrat à partir du moment, je le raconte dans mon livre, où j'ai eu cette sensation qu'a eu saint Paul sur le chemin de Damas, que mon devoir était d'être magistrat parce que je venais d'entendre une conférence où il m'apparaissait que le rôle de certains magistrats d'Indochine pouvait donner lieu à critique. Et j'ai dit, eh bien, je serai magistrat en Indochine, et je me jure bien que jamais je ne trahirai ni mon serment, ni la vérité, ni ma conscience. Et voilà comment se découvre une vocation. Et alors vous dites donc, j'ai été magistrat par vocation, et si j'ai écrit ce livre, c'est que après 40 ans de profession, plus de 40 ans, j'ai beaucoup réfléchi. Et que j'ai constaté que de tous les emprisonnés, voyez-vous, Maître Boyer, eh bien, le plus emprisonné de tous était le magistrat. On l'a emprisonné dans sa tour d'ivoire pour l'empêcher de voir ce qui se passait autour de lui. Et j'ai essayé de le mettre en liberté, qui sera, je l'espère, une liberté non provisoire, afin qu'il puisse dire qu'il est un homme pareil aux autres, qu'il a les mêmes sentiments que les autres, les mêmes réactions que les autres, mais qu'il a prêté un serment qui engage toute sa vie, celui d'être non pas l'homme qui rend la justice, mais l'homme qui applique la loi. Car c'est cela qu'on lui demande, et cela, c'est justement, je crois, ce qui sépare, ce qui est au carrefour de nos routes. Voyez-vous, ce que l'on reproche... Monsieur le Président, alors, je crois qu'on commence vraiment l'émission. Là, on va d'abord parler donc des juges, si vous le voulez bien. Hein, parce que vous abordez. D'ailleurs, dans votre ouvrage, vous dites que vous auriez pu appeler votre livre « Au service des victimes ». Exactement. C'est-à-dire, c'est votre... C'est tout à fait mon opinion. Le magistrat a pour mission de protéger les faibles. Or, les faibles, ce sont les victimes. Quand un individu donne un coup de couteau à un autre, la victime, ce n'est pas celui qui donne le coup de couteau, c'est celui qui le reçoit. Eh bien, moi, j'ai toujours cherché à me mettre entre celui qui frappe et celui qui reçoit le coup pour protéger celui qui doit recevoir le coup. Voilà comment j'ai toujours considéré et toujours conçu ma profession, mon métier de magistrat. Alors, attendez, avant de donner la parole aux autres, je vais vous faire préciser autre chose sur votre métier de magistrat. Vous écrivez, par exemple, le magistrat doit appliquer la loi et imposer silence à sa conscience ou se démettre. Exactement. Oui. Exactement. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, il est là pour faire la loi, et même si ça ne lui plaît pas à lui, il doit l'appliquer. Mais il est payé pour appliquer la loi, et non pas pour la faire. Alors, on dit qu'il y a des pressions sur les magistrats. Je n'en ai jamais constaté une seule. Même pas quand vous étiez président de la Cour de sûreté de l'État. Et je dois dire que j'ai siégé dans toutes les juridictions politiques au cours de ma carrière. J'ai siégé d'ailleurs dans toutes les juridictions pénales, et notamment dans toutes les juridictions politiques. Eh bien,
je le dis là devant des millions de téléspectateurs, je prends l'entière responsabilité de tout ce qui porte ma signature, parce que jamais la moindre pression n'a été exercée sur moi. Et croyez bien que si il y avait eu de ces pressions, je ne prendrais pas cette responsabilité, je la laisserais à ceux qui m'auraient contraint d'apprendre. Or, jamais je n'ai subi la moindre pression. Et j'ai été pendant 10 ans premier président de la Cour de sûreté de l'État, depuis l'OAS jusqu'aux mouvements autonomistes, en passant par les espions. J'ai toujours jugé comme je l'ai voulu. Non pas comme je l'ai voulu, comme la majorité des magistrats qui siégeaient à mes côtés l'ont voulu. Mais dans la mesure où le magistrat est noté, il est noté par Bien le pouvoir sûr. politique, il n'est pas, il faut qu'il serve le pouvoir politique, non? Il est vraiment indépendant, ce Mais magistrat? il est vraiment indépendant. Vraiment. Absolument, absolument. Alors, écoutez, alors, comme j'ai lu les autres livres, il m'a semblé que les avocats qui sont là ne partagent pas tout à fait votre opinion. Enfin, c'est ce que j'ai cru. D'ailleurs, Oui. attention, il n'est pas noté par le pouvoir politique. Le magistrat est noté par ses pairs, Oui. n'est-ce pas? Il y a dans les feuilles de notes des magistrats, mais j'en ai rempli je ne sais combien, puisque j'ai été chef de juridiction, n'est-ce pas? Note du président, note du procureur, note du premier président, note du procureur général, et c'est tout. C'est Bon, tout. Oui, Bon, mais enfin, alors, oui. oui, sur ce point, je crois qu'on peut engager le débat. Ah oui, oui, allez-y, oui, Parce allez-y. Je crois que c'est fondamental. Ça me paraît une question intéressante. Oui. Alors, vous êtes Il d'accord y a ou d'abord, pas? moi, personnellement, je ne suis pas d'accord, je présume que je ne suis pas le seul. Il y a Je Maître vais Boyer reprendre- qui n'arrête pas de rire Il y a depuis pas 5 de- minutes. du reste, j'ai lu dans le livre- Vous avez déclenché l'hilarité J'ai de Maître J'ai Boyer. lu dans le livre de Maître Boyer une phrase que j'aurais pu écrire, à laquelle je souscris en tout cas. Il fait le tour du problème de l'indépendance de la magistrature et il le règle en une phrase qui est celle-ci: les magistrats en France ne sont pas indépendants, un point, c'est tout. Alors, ça me paraît résumé assez bien, ça me paraît assez bien résumé, je cite de Non, mémoire. excuse, cher ami. Il ajoute ceci. Tant qu'on brandira devant un magistrat, mon cher président, une carotte nommée avancement, on n'obtiendra jamais qu'il soit indépendant. Voilà. Je dis que je ne suis pas d'accord Vous n'êtes pas du d'accord. tout. Bon, alors écoutez, attendez, je vais d'abord terminer ce que bien. j'avais entrepris, et puis après vous nous ferez connaître votre point de vue, je le devine du reste. Il y a une marge entre ce que vient de dire Monsieur le Président Romerio et ce qu'il a écrit et ce que nous constatons, n'est-ce pas? Qu'il prenne l'entière responsabilité des jugements auxquels il a apposé sa signature. Nous n'en attendions pas le contraire. Nous n'attendions pas, je ne m'attendais pas à entendre un propos différent. Je crois que le problème doit être posé en termes beaucoup plus sérieux. L'indépendance de la magistrature. Est-ce que ça veut dire qu'il existe des magistrats indépendants ou des magistrats plus souples? Il est évident que je connais des magistrats qui ont beaucoup de caractère, qui ne céderont pas à une sollicitation du procureur de la République ou du gouvernement, fût-elle transmise par le procureur général ou le procureur de la République. Je vais citer 2 ou 3 affaires dont je me suis occupé où j'ai eu des exemples de cet ordre. Mais on peut s'interroger sur l'institution judiciaire elle-même, sur son fonctionnement. Et à cet égard, je voudrais citer 3 exemples d'affaires dont je me suis occupé et où je considère que la magistrature n'a pas été indépendante. Je parle de l'institution, et je vais montrer tout de suite la différence que je fais entre les individus et l'institution. Affaire numéro 1, l'affaire Markovic. L'affaire Markovic, j'ai rencontré dans cette affaire 2 juges d'instruction, courageux, qui sont allés à l'encontre de ce que leur demandait le procureur de la République sous la forme des réquisitions, nous savons de quoi nous parlons les uns et les autres, et qui ont, dans leur âme et conscience, M. Patard d'abord et M. Ferré ensuite, décidé que l'inculpé qu'ils avaient dans leur dossier devait être traduit devant la cour d'assises. Bon, eh bien dans cette affaire, parce que le gouvernement avait, par l'intermédiaire de son procureur, pris des réquisitions différentes, l'affaire a été classée purement et simplement. Deuxième exemple, je dirai dans un instant pourquoi. Deuxième exemple, qui est intéressant aussi. Deuxième exemple, celui de l'affaire du canard enchaîné. L'affaire du canard enchaîné, que vous connaissez bien. Dans cette affaire-là, on a vu quel avait été le comportement d'un magistrat et quel avait été le comportement du ministère public au travers de l'ordonnance qui a été rendue. Troisième affaire, je me suis occupé, Aranda. Cette affaire Aranda, il a apporté une centaine de dossiers à l'instigation, à l'invitation du président de la République de l'époque pour les soumettre à la justice. Pas une de ces affaires n'est sorti et n'a vu le jour. Le seul condamné de l'affaire était M. Aranda, 500 francs d'amende, parce qu'il avait commis une petite imprudence en attaquant le ministère. Alors, je résume, quelles sont mes conclusions? Dans ces 3 cas, que s'est-il passé?
Première affaire, était en cause indirectement le chef de l'État. Son nom était mêlé à l'affaire en question. Il est évident que l'institution judiciaire en tant que telle, incitée par le gouvernement en place, a tout fait pour que cette affaire ne vit pas le jour. Deuxième affaire, l'affaire Aranda. Qu'est-ce qui était en cause? Un grand parti politique au pouvoir, un parti de la majorité. Le gouvernement, émanation de cette majorité, par l'institution judiciaire, a tout fait en divisant les dossiers, en renvoyant les affaires dans différents parquets, pour que aucune de ces affaires ne sorte. Troisième affaire, le canard enchaîné. Qu'est-ce qui est en cause? Un grand service de l'État. Et parce que ce grand service de l'État, en l'occurrence un grand service de police, abat sur le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, il fallait obtenir à tout prix que cette affaire ne vit pas le jour. C'est là où je dis que l'institution judiciaire est critiquable et que si l'on s'en prenait aux magistrats eux-mêmes, on aurait tort. C'est le fonctionnement de la justice tel qu'il est conçu en France qui peut faire l'objet de nos critiques. Je voudrais simplement dire deux choses qui me paraissent assez nettes, parce que je crois que sur ce point, on enfonce une porte ouverte. Monsieur Remerio, dans son livre à la page 58, dit ceci: on peut donc dire que les magistrats sont entre les mains du pouvoir quant au déroulement de leur carrière. Je cite mes auteurs, et il ajoute ensuite, lorsqu'on lui pose la question « est-ce un mal, est-ce un bien ?», je réponds nettement « aucun système n'est parfait, mais celui-ci est le meilleur ». Bien sûr, mais je le maintiens. C'est une conception de la justice, ça me paraît. Ah non. Oui, vous le répondez. Oui, mais alors, là, je vais m'expliquer, n'est-ce pas? Lorsque je dis que ce système est le meilleur, c'est parce que, je le dis également dans mon livre, je suis et j'ai toujours été un démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire être un démocrate? Ça veut dire se soumettre à la volonté du suffrage universel et ne reconnaître aucun autre pouvoir qui ne soit pas élu, qui ne soit pas désigné par le peuple français dans son ensemble, ou tout au moins dans sa majorité. Par conséquent, le magistrat, ou bien doit tenir ses pouvoirs du suffrage universel, et j'indique pourquoi je ne souhaite pas qu'il soit élu, ou alors il doit s'en approcher le plus possible, parce que, étant donné que quelqu'un doit faire la carrière du magistrat, le magistrat ne peut pas se nommer lui-même, ne peut pas se donner de l'avancement à lui-même, ne peut pas s'affecter lui-même. Il faut donc que quelqu'un fasse sa carrière. Et par conséquent, il dépend de ceux qui font leur carrière. Eh bien, j'aime mieux que ce soit le pouvoir que des groupes de pression, n'est-ce pas, qui fassent la carrière des magistrats. Alors, mon cher président, je suis, vous le savez, loin d'être un contestataire. Je suis plutôt le contraire. Alors que Colette Pia dira que ça dépend des époques. Oui. C'est vrai aussi. Bon. Mais nous parlons d'un sujet sérieux. C'est celui de la justice. Et, mon cher président, votre conception de ce que vous appelez la démocratie me paraît alors impossible pour moi à avaliser. J'en suis navré, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous n'êtes sûrement pas un disciple de M. de Montesquieu, qui a établi ce que l'on a appelé la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et si vous venez nous dire, et dire aux Français, que le comble de la démocratie, c'est que ceux qui ont été élus par le suffrage universel, et le gouvernement qui en est théoriquement l'émanation, eh bien, ont tout le pouvoir sur la magistrature et la justice, je répondrai, il n'y a plus de justice. C'est très simple. Et je vous répète que je conteste le moins possible cette justice et que très heureusement, elle ne ressemble absolument pas au portrait que, involontairement, je pense, vous en avez tracé. Oui, alors, je vais donner la parole à Maître Boyer, parce que là, Maître Boyer dit que les juges montrent beaucoup de suffisance aussi, et il dit une chose, il dit ceci: quand un monsieur assuré de percevoir à la fin de chaque mois une solde confortable se permet de faire la morale à des personnes dont les conditions d'existence sont très précaires, je trouve cela scandaleux, révoltant ou ridicule selon les cas. Cela n'est plus acceptable. Alors, permettez, je voudrais dire quand même un petit mot sur l'indépendance. Si je dis que la justice n'est pas indépendante, un point c'est tout, parce qu'à mes yeux c'est un faux problème. Je ne vois pas pourquoi un corps de l'État serait, à la différence de tous les autres,
indépendant par une espèce de grâce absolue, etc. Le problème, c'est pas que les magistrats soient indépendants, c'est qu'ils soient courageux. Bon, Vous alors, dites, qu'ils vous sont rendez courageux. la justice au nom du peuple, la démocratie, Alors, tout ça, je veux bien. Pendant 4 ans, entre 40 et 45, vous n'étiez pas élu, il n'y a pas un pouvoir élu qui vous a donné le droit de juger. Vous l'avez même rendu au nom d'un homme, ce qui est probablement scandaleux. Et à l'exception d'un seul magistrat, tous les magistrats ont prêté le serment. Alors, J'étais la en prison. Oui, Non, non, pas mais encore, vous pas peut-être, encore. mais enfin, la démocratie sur ce Vous point-là, l'avez été en même temps ce qu'on qu'amiral demande, de c'est Coups. le courage. Bon, là, est-ce que vous êtes courageux Alors, les- le courage- Les magistrats sont-ils courageux? Moi, je dis Ça que je existe, ne mais suis c'est pas rare. sûr. Bien C'est sûr qu'il y a des juste, magistrats existe, courageux, mais et c'est peut-être de plus en plus. De plus en plus. Ils sont héroïques. Et de ce point de vue-là, Oui, on ne mais sera là, pas d'accord il entre faut nous savoir tous. lesquels. Mais Oui. pour résumer... Parce qu'il y a le courage personnel et il y a un certain courage de la provocation aussi. Il ne faut pas l'oublier. Non, mais le courage, c'est ce qui vous fait prendre des risques. Ben, justement, Le courage gratuit pour qui peut éventuellement vous donner une décoration, celui-là, il ne m'intéresse pas. Non, mais le justement. courage gratuit qui vous fait prendre des risques. Je pense qu'il y a des magistrats courageux. Je tiens à dire, ceci étant posé, que je ne suis pas du tout certain, si demain nous avions un régime, disons autoritaire pour ne pas forcer les mots, que nous ne verrions pas de nouveau des sections qu'on appellerait exceptionnelles, par exemple. Je n'en suis pas certain. C'est un problème. Ah oui, c'est un problème. Mais c'est ça. Il vaut mieux rendre la Alors, justice à Paris qu'à Prague, l'indépendance, ça, c'est sûr. le courage, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le courage, c'est peut-être être soi-même, avec une certaine conception de la société, avec le respect de la loi. Là, je vous rejoins, le magistrat n'est pas chargé de faire la loi. Il est chargé de dire le droit. Et le droit ne s'accommode pas toujours de la justice, c'est le problème du droit et de l'équité, on est bien d'accord. Ceci étant, on est bien obligé d'avoir des normes. Monsieur. Mais Monsieur, quand on c'est dévie dans la très morale, important. et là, le passage que vous citez, quand on voit effectivement, quand je vois un magistrat, j'ai eu le cas encore tout récemment, un invalide qui va chercher sa pension à la sécurité sociale, on le renvoie de 3 jours en 3 jours parce qu'on ne veut pas lui dire que l'ordinateur est en panne, il ne faut pas le dire. Et alors lui, il a 900 francs par mois, il faut qu'il paye son garni, tout ça. Bon, on le remballe. À la fin, il dit, le 16 du mois, il dit, je ne pars pas sans qu'on m'ait payé. On appelle la police, bagarre, lui se retrouve en prison. Si c'est un Européen, il va au pavillon d'urgence, lui il va en prison. Il est condamné, j'explique au tribunal, et le président dit, ah mais nous aussi les fonctionnaires, il nous arrive de ne pas être payés. Attends. Et je lui explique que quand on a un certain traitement, on peut attendre. Quand on a 900 francs, on ne peut pas attendre. Il se tourne vers ses assesseurs, il dit qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Je lui dis, ben, il faut l'entendre. Mais oui, mais nous Et je trouve ça dévions, scandaleux. Oui, alors, nous Non, dévions. Pourquoi nous dévions dévions? complètement, et je vais vous dire Ah, pourquoi. pas tellement. Le début de M. Boyer est parfait. Et puis, il dévie sur l'invalide. Bon, mais notez que votre Non, je invalide réponds à la est question, très je réponds à intéressant. la question seconde. Votre début est parfait et parfaitement inapplicable. Et je vais vous dire pourquoi. Vous ne demandez pas que les juges soient indépendants, vous demandez qu'ils soient courageux. Mais ça, c'est l'utopie à l'état pur, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il faut justement qu'ils soient indépendants par un statut, qui les garantisse d'abord Au et avant maximum. tout, probablement et peut-être pour certains contre eux-mêmes. Mais il ne faut pas, en dehors de la création de ce statut sur lequel je pense qu'il serait finalement assez facile de se mettre d'accord, réclamer aux fonctionnaires d'un service, d'un grand service public, de témoigner d'un courage héroïque qu'on ne demande guère aux autres, n'est-ce pas? Oui, ça, je suis Mais bien alors, d'accord, vous ça, un comprenez, statut il faut peut pas arranger. pousser. Mais le statut ne donnera pas une indépendance Oui. réelle. Mais bien sûr. merveilleuse. Si, Il bien l'améliore. Mais non. Le problème S'il vous plaît, pas tous ensemble. Non, pas tous ensemble. Hein. Je note du reste Oui. au passage qu'on a modifié magique. la composition du Conseil supérieur de la magistrature pour faciliter les nominations de magistrats au gré du gouvernement. Donc le problème du statut est une chose, mais il y a aussi problème d'état d'esprit et de conception que l'on a de la justice. Or moi je suis frappé de lire sous la plume d'un magistrat comme M. Romerio ce que j'ai lu sur le fonctionnement de la justice. Je sais que nous avons avec nous un magistrat exceptionnel, je veux dire par là, qu'il a fait une grande partie de sa carrière dans les juridictions d'exception, car pour moi la justice coloniale c'est déjà une première forme de juridiction d'exception. Allons. Bon, on rentre pas là-dessus, Recommençons tantôt pas. comme ailleurs. Bon, ceci étant, je lis sous sa plume par exemple que la garde à vue, la garde à vue, nous allons en parler un peu plus longuement tout à l'heure, mais la garde à vue elle doit être laissée à la discrétion des policiers, parce que les policiers sont par définition honnêtes. Bon, moi je veux bien, mais quelle abdication pour des magistrats que de dire ce sont les policiers qui vont décider la garde à vue. La durée, le maintien de la garde à vue. Je lis sous la plume de ce magistrat, deuxièmement,
qu'il faut rendre des décisions qui soient conformes à l'intérêt du pays au moment, par exemple, de faire une politique de pacification. Oui. Où est la justice dans tout cela? Où est le respect de la loi, l'application de la loi? Je lis toutes sortes de choses comme cela. Je lis par exemple encore qu'à certains moments, vous dites il faut prolonger. La garde à vue, c'est les policiers qui en décident. L'avancement. Alors, vous dites, les fonctionnaires, les magistrats doivent être de véritables fonctionnaires. Et vous donnez cet exemple de la Corse. Vous dites, par exemple, je trouverais tout à fait normal que lorsqu'il y a des troubles en Corse, le gouvernement décide d'envoyer là-bas, par exemple, des magistrats d'origine corse, qui comprendront mieux le pays. C'est-à-dire le mouvement des magistrats, leur nomination, leur choix. Ou le contraire, j'ai dit. Ou le contraire. Ou le contraire, mais bien sûr. Bien sûr qu'il y a là un problème politique. Le magistrat qui lui conviendra le mieux à un moment donné pour rendre la justice qui lui convient. Pas qui lui Alors, conviendra je dis que c'est très grave. Qui conviendra le Donc, mieux à l'œuvre de c'est un problème de pacification qui statut. est l'œuvre de tous les magistrats. C'est un problème de statut, mais c'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème de conception de la justice. Et quand on voit le fonctionnement de l'institution judiciaire et que l'on lit l'état d'esprit sous la plume de certains magistrats, l'état d'esprit de ceux qui sont prêts à rendre la justice dans ces conditions, je m'interroge. Et je me dis, la France est peut-être demain en passe de devenir le Chili de M. Pinochet. Et ce sera très facile. Les magistrats sont là, les institutions sont là, et ce sera facile de passer de l'un à l'autre. Le Chili ou l'Union soviétique de M. Brezhnev. De toute façon, les sections spéciales peuvent être là demain. Oui, alors, on va Ils n'y terminer sont pas. avec les magistrats. François Romerio, c'est normal que vous preniez le dernier la parole. Je résume aussi une phrase de Maître Boyer. Il dit que les magistrats sont les derniers ecclésiastiques du XXe siècle. Et venant de lui, c'est assez drôle. Oui, c'est un compliment. Pas du tout, pas lui. Vous êtes trompé Alors radicalement. Ah, pas du tout, non. Alors bon, vous êtes mis en accusation, là. Eh bien, Oh non, pourquoi? non, d'abord, je ne Ça considère serait pas que c'est une sympathique. accusation. Parce qu'il y en a Et plus puis, d'ecclésiastiques. en plus de ça, Sauf Monsieur Boyer. On a dit que Monseigneur la Lefebvre. magistrature était un apostolat. Mais non, moi je suis beaucoup plus modeste. La magistrature est un métier, C'est évident. et un métier, je l'ai dit, qui comportait ses risques, ses accidents du travail, et le risque ou l'accident du travail, eh bien, c'est de tomber sur des chefs qui soient intolérants, n'est-ce pas, et qui notent mal des magistrats indépendants. Eh bien, c'est l'accident du travail du juge. Voilà ce que je dis. Je ne dis pas autre chose. Je dis, étant donné qu'il faut que quelqu'un fasse la carrière des magistrats, qu'ils ne peuvent pas la faire seuls, eh bien, ils sont nécessairement dépendants de ceux qui font cette carrière. Oui, Bon. mais on vous dit aussi, Non, mon non, cher oui, président, mais bien de Bécu, sûr, mais on vous dit aussi que vous êtes dépendant de bien d'autres choses. Et c'est, alors là, cela je ne peux pas l'accepter, on dit que vous rendez une justice pour les riches contre les pauvres. Ah, bah, Eh bien ça, au c'est nom des absolument 50 ans de inexact. palais, je n'ai jamais vu Ah ça. bon, alors, Maître Boyer. Alors, moi j'indique simplement en passant que M. Romerio, dans son livre, dit ceci: le premier besoin de l'homme, dit Ce le n'est pas président le pain, Romerio, ce n'est pas le pain, c'est l'ordre. l'ordre. C'est ça. Et j'explique pourquoi. J'explique pourquoi, parce que je suis le seul ici, Vous sans n'avez doute, pas- à m'être trouvé en période anarchique. Eh ben, les nouveaux-nés. N'est-ce pas? C'est-à-dire dans un pays, en l'espèce Saigon, où il n'y avait plus aucune autorité. Après la capitulation japonaise en 1945, les Japonais qui avaient le pouvoir se sont retirés dans leurs casernes et nous ont laissé nous débrouiller. Il n'y avait plus rien. Plus un policier, plus un magistrat, plus un bureau ouvert, c'était la liberté totale pour tout le monde. Et ça a été une période abominable. À un point tel C'est évident. que nous Là, avons... de faire de l'anthropologie aux qu'avant- origines de l'homme, ça me semble un peu court. qu'avant de chercher le pain, justement, Oui. ce que nous Oui. avons fait, Ben, les savez-vous, nouveau-nés, ils en demandent pas qu'on sortant de range la prison, maison, ce ils que demandent nous le sein avons de leur fait, mère. c'est de constituer ce que nous avons appelé une police auxiliaire. Oui. Et quand nous avons eu une police, tout a marché. Mais les gens étaient Oui, pas mais- Donc C'est je merveilleux. dis et je maintiens que le premier Les gens étaient besoin, morts de c'est faim. l'ordre. Bon, non, alors, fini, fallait que fini ça pour les soit dit, juges. c'est bien. Non, il faut avancer. Fini pour les juges, on passe aux avançons. avocats. Je passe aux avocats. Alors, justement, Maître Dixé-Vignancourt, Maître Dumas dit dans son ouvrage que finalement, la seule personne qui soit libre dans un prétoire, indépendante, c'est l'avocat. C'est parfaitement exact, à condition, bien entendu, de ne pas systématiser non plus. Là non plus. Il y a des avocats qui sont libres. Il y a même des avocats qui réclament beaucoup plus de liberté. Moi, j'observe qu'ils n'en ont pas tellement usé jusque-là, alors que je peux dire, sans fausse vanité, hein, Roland, que moi, personnellement, j'ai su où on pouvait aller trop loin. Mais sur l'avocat, il y a beaucoup à dire.
le Mais vite, livre maître. très vite. Il y a beaucoup à dire. L'avocat d'aujourd'hui n'est plus, Celui il faut d'hier. avoir le courage de le dire, n'est plus et ne sera plus jamais celui d'hier. C'est vrai pour semble tout. assez Tout évident. ce Dieu que merci. je souhaite à mes successeurs, C'est vrai pour tout. c'est qu'ils se rapprochent le plus possible d'hier en admettant des contraintes d'aujourd'hui. Ben, ça, c'est pas l'avis de... Mais qu'ils se rapprochent d'hier, pourquoi? Et parce que depuis qu'il postule, l'avocat est soumis au contrôle du parquet, et je ne parle pas des contrôles fiscaux, extrêmement gentils lorsqu'on a des plus. L'avocat est moins libre qu'hier à cause de la surcharge du travail qu'on lui a imposée. Et il est devenu un artisan alors qu'il était un artiste. Je dis donc qu'il faut que l'avocat lutte demain pour conserver, je n'aime pas le mot, mais un minimum de standing. Et que ça ne soit pas tout à fait la fin des notables, comme on l'a écrit dans Le Monde il n'y a pas longtemps. Eh bien, il faut qu'il lutte justement pour cultiver ce qui lui demeure de liberté, au service non pas seulement des grandes causes, vous aviez bien raison, spectaculaires, mais au service du plaideur de tous les jours. Et je termine en disant, lorsque j'ai lu dans le livre de Maître Boyer qu'un avocat qui plaidait pour un patron ne devait pas pouvoir plaider pour un salarié, à ce moment-là, j'ai été affolé. Parce que là, vous Je vais vous portiez, rassurer. attendez, vous Je vais vous portiez rassurer. atteinte à la liberté bien plus essentielle que celle de l'avocat, non. la liberté de choix Non. du C'est un faux justiciable par problème. son avocat. C'est un faux Ah non, problème, mais Tixier. c'est Je pas vais un vous faux expliquer. problème. Laissez-moi un peu parler Vous parce l'avez que, écrit. Alors moi, je pensais... si vous permettez que je Attendez, place un mot. finis. Bon, Je ça va. pensais que, Alors, vous d'après votre finissez. thèse, Bon. il fallait désormais, pour moi, mettre un S ou un P sur ma robe, de manière à ce qu'on reconnaisse Oui, bien que vous avez j'étais dit l'avocat ça. des Oui, patrons vous avez et je écrit. suis des salariés. Alors, le C'est problème, absurde, Tixier, voyons, c'est que vous n'avez pas voyez. besoin de faire ça. Les syndicats iront jamais vous demander, vous le savez bien. Ah mais ça, les syndicats C'est non, tout. mais les syndiqués oui. Parce qu'ils pensent peut-être que je plaiderai aussi bien que vous. Vous n'en êtes pas convaincu. Et vous plaidez Mais moi, je souvent vous au l'affirme. prud'homme, vous plaidez souvent au prud'homme pour les syndiqués? Oh oui. Pour les syndiqués de la Ah oui. CGT, de la CFDT? Ah, il y en a qui Non, refusent de la l'assistance. CFT, de la CFT, oui. Je sais pas ce que c'est. Ah, vous savez Mais pas. je connais Bon, bien on la dira. CGT, vous savez pourquoi? Bon. Parce Non, qu'il y a justement des syndiqués CGT qui me préfèrent aux délégués CGT, qui n'est pas en général ce Pour qu'on aller envoie de discuter avec le mieux. patron, sans doute. C'est entre nous. Non, hein, bon. mais le problème, si vous voulez, le problème, Pour les patrons, c'est adressez-vous à Roland, qu'il il y a en des peut. choix. Maître Il y a Boyer. des choix à faire. Moi, je conçois la défense comme cela. Je ne dis pas que c'est un principe qu'on écrit, celui-là, je le veux pas, celui-là, je le veux. Ah, bon. Mais vous Nous faites des progressons. choix, et ces choix, comme par hasard, font que vous ne pouvez pas concrètement, parce que vous avez la confiance d'un certain secteur. Eh bien, quand vous avez la confiance du secteur syndicaliste, vous ne pouvez pas défendre le patronat parce que vous n'aurez plus leur confiance, et réciproquement. Vous voyez bien que vous êtes un tout jeune avocat. Vous parlez politiquement. Mais moi, je vous parle judiciairement. Oui, Et mais combien ça veut ai-je dire, divorcé ça. de communistes qui, Qu'est-ce que ça veut qui le dire cachaient à leurs cellules? Mais qu'est-ce Oui. que ça veut Maître dire Roland ça? Dumas, oui. La Chacun- justice, c'est un chacun problème sait- politique. Mais dans la politique, Chacun sait que Roland Tixier- Dumas, chaque Tixier Roland n'a jamais Dumas fait de peut être politique, choisi chacun par des sait. gens de droite. Ah oui, Et ça lui arrive quelquefois. souvent. Mais il j'espère m'arrive que ça va aussi lui de arriver, refuser. du reste. Il m'arrive quelquefois aussi de refuser des dossiers, et c'est là que vit la liberté de Ouais, la moi parole. donc. Alors, Et, Maître Roland Dumas. et je prétends, refuse un par jour. contrairement à ce que dit Tixier Vignancourt, qu'il y a encore un grand avenir pour les avocats. On peut regretter que leur rôle ait changé, qu'on ne soit plus comme au XIXe siècle, mais ça, Non, c'est non. vrai pour tout le monde. Comme il y C'est a vrai de- pour comme les il y a 10 ans. ingénieurs, c'est vrai pour les écrivains, Ça c'est s'est vrai fait pour très tout le vite. monde. Le problème est de savoir si l'avocat peut avoir encore un rôle dans la société de demain, fût-ce la société Voilà. libérale avancée, chère à Tixier Ça, c'est Vignancourt, la forme mondaine de ou- l'anarchie. ou la société socialiste à laquelle j'aspire, à la française. Oui, doucement. Bon, je dis l'avocat reste un défenseur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il défend l'individu dans sa vie, dans ses intérêts, dans sa liberté, Voilà. en face du pouvoir, du gouvernement, en face du procureur. Et là, il faut faire quand même, pour qu'on appelle la défense des magistrats, après tous les les avoir pouvoirs. agressés quelque peu, M. Romério me le permettra. Je dis qu'il faut que les avocats soient courageux. Il n'y a pas seulement. Ouais. Il ne faut pas l'attendre seulement Oui, des évident, magistrats. tout à fait. Les avocats doivent être courageux, Ils doivent même sinon avoir du ils sont caractère. appelés à disparaître. Alors, quel est l'avenir? Qui m'est il, dénié faut par il Roland. faut sauvegarder la liberté de l'avocat, la liberté du choix de l'avocat. Il faut que l'avocat reste dans son esprit indépendant et qu'il puisse parler librement, quitte à prendre des risques. Et nous l'avons fait dans Oui. des secteurs
tout à fait différents, les uns et les Pas autres. toujours. Pas toujours, mais nous l'avons fait. Pour plus Bon, de et temps. je le ferai encore. Et je le ferai encore. Bon, alors- Ceci étant, il y a d'autres problèmes qui se posent. Les rapports sur le plan des honoraires, sur le plan du Oui, on peut comportement pas avec parler les de tout clients, ça, là. etc. Oui. Mais sur le plan de la liberté, là-dessus, je suis... Mais vous en parlez, je renvoie là à votre livre parce que vous parlez très longuement. Alors, maître Pia, Oui. là aussi, alors, vous parlez beaucoup des avocats et vous n'êtes pas toujours tendre avec les avocats. Ah non, 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 je suis féroce. Oui. Mais ils ne vous le rendent pas. Je suis féroce parce que je trouve qu'ils n'ont pas changé depuis l'époque de Daumier. Vous vous souvenez de cette gravure où on Non, on voit... a ça passé dans le générique, là. Ah On a oui, vu, à un on a moment vu. très bien, maître Vous êtes- Chapotard, admirant, lisant dans la Gazette des tribunaux l'éloge de lui-même par lui-même, eh bien finalement, pour les gens qui sont de l'extérieur, mais il est certain que les avocats n'ont pas changé avec leurs grandes envolées de manches, avec leurs mots que les autres ne comprennent pas, parce qu'il y a ce langage obscur que les autres ne comprennent pas, Le ce langage vocabulaire a baissé. de technocrate, ces robes, et puis ces masques, parce que finalement... Ils sont, certes, nous avons en face de nous des ténors, car il ne faut pas oublier que la justice, c'est le théâtre. Nous avons des Jean Gabin, je ne les désigne pas. Nous avons des vedettes. Eh bien, il y a... Qui est Jean Gabin des deux, là? Bon, Moi, je suis il y très a- inquiet. Il est évident, Très inquiet. il est évident que ça serait très amusant. Ça pourrait constituer un club, une forme de club, et ça l'est pour les avocats, s'il n'y avait pas finalement les autres. C'est-à-dire le troupeau considérable des petites gens. Et ceux-là, bien sûr, vous ne les connaissez pas ou vous ne voulez pas les connaître. Je pense à ce mot terrible de Roland Dumas dans son livre, quand il parle du tout venant, du petit pénal, on vient, on voit, on plaide. Eh bien, non, ces petites affaires sont des affaires dramatiques et Robert Boyer le sait bien parce que lui, C'est vrai, il a l'expérience d'un prêtre. Il y a également cette chose terrible qui est le fait de la première réception du client. Eh bien, il y a quelques jours, il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit, vous savez, j'ai failli ne pas monter parce que je me suis dit, est-ce que j'ai suffisamment d'instructions? Et il y a beaucoup de petites gens. Alors, Roland Dumas, C'est vrai. lorsque vous dites ceci, la première réception du client tient du combat et de l'interrogatoire de police. Il s'agit de disputer pied à pied la vérité à la pudeur et aux omissions. Non! Non, parce que les gens sont absolument paniqués quand ils arrivent chez vous. Vous avez des femmes qui apprennent très gentils, que leur nous. mari vient de les quitter. Elles ne Voyons. savent pas très bien ce qu'elles vont devenir.Elles sont paniquées. Et la première chose que l'avocat doit faire, ça n'est pas de se demander combien vais-je pouvoir demander de provision et combien de temps va me garder cette cliente. Il doit lui tendre la main, il doit s'en occuper. Et là aussi, vous dites une chose qui m'a choquée, et je pense qu'elle vous a échappé. Vous parlez des médecins qui côtoient la maladie, l'infection, et vous dites ils ont le réflexe professionnel de se laver les mains, de se désinfecter. Les avocats doivent eux aussi garder les mains propres. Alors, Roland Dumas, est-ce le geste de l'hygiéniste ou celui de Ponce Pilate? Car Non. c'est ça le problème. Non, Ça- il faut parler un peu de Ça ça me sérieusement dépasse, et pas ça. seulement sous des formules Mais un je- peu à l'emporte-pièce. Quand je dis qu'il faut recevoir le client, lui tendre la main, vous dites C'est moi qui vous le tendre la dis. main, et que nous le faisons, croyez bien, on le fait chaque jour, ça arrive Je tous les suis jours. assez sceptique, Et quand je dis, On est et quand très je dis gentils, aussi, je suis. et quand je dis aussi qu'il Comme le faut chat avec la souris. il Non, faut non. essayer de J'aime savoir pas les du souris. client la vérité. Car je prétends qu'on ne peut pas défendre bien quelqu'un si on ne connaît pas la vérité des C'est choses. vrai. Or, nous sommes quelques-uns ici à exercer cette profession. Chacun sait que très souvent on ne vous dit pas la vérité. Par omission, par ignorance de la chose importante. Il faut à ce moment-là avoir de l'intuition. Il faut savoir tourner un problème. Interroger. Peut-être la formule est-elle mauvaise à la Pas façon d'un l'interrogatoire policier. de police. Non, il ne s'agit pas, bien sûr, de faire de la garde à vue dans un cabinet. Chacun est bien d'accord là-dessus. Il s'agit Non, non. de déceler la vérité. Car je prétends qu'on ne peut pas prendre un dossier et être utile si on ne connaît pas le fond des choses et la vérité des choses. Je ne suis pas pour les avocats qui reçoivent comme ça un client en 5 minutes, 10 minutes, lui donnent une bonne parole, leur accompagne à la porte et qui croient avoir Tape tout sur compris. la- Tape sur l'épaule, envoie la demande d'honoraires et qui croit avoir tout compris, qui se présente après devant un tribunal, balbutie quelques mots, envoie une lettre en disant j'ai plaidé votre affaire, vous aurez un magnifique résultat 15 jours après. Je crois qu'il faut aller plus loin dans le dialogue avec la clientèle. Il faut savoir quel est le vrai problème. Oui. Et vous avez beaucoup de gens qui vous cachent des choses. Oui, Il faut mais les déceler. à Il ce faut savoir les niveau-là- À déceler. ce niveau-là, moi, je m'interroge beaucoup sur ce que nous faisons au palais 3 fois sur 4. Qu'est-ce que c'est que cette justice, disons, le tout venant, comme vous disiez, pour prendre, disons, Oui. le dossier correctionnel moyen? Moi, je- Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je suis très... l'équipe avec laquelle je travaille m'a mis des interrogations dans la tête. Et il y a toute une justice du quotidien, et c'est là que je rejoins Colette Pia. Il y a un tas de petits problèmes au niveau juridique ou tout ce que vous voudrez, et qui sont des drames pour les gens qui les vivent, les loyers, les crédits, etc. Qu'est-ce que nous faisons, nous,
au moment où l'administration empiète de plus en plus sur le judiciaire, pas dans tous les secteurs. Car au niveau du tribunal administratif, par exemple, les effectifs sont tels que les décisions ne peuvent pas être rendues avant 2-3 ans. C'est le cas à Lyon. Ce qui permet, quand on a construit, avec un permis de construire annulé 3 ans après, de ne pas démolir et de faciliter un certain nombre de choses. Mais au moment où l'administration envahit le judiciaire, on le voit au niveau des immigrés, par exemple. Nous, qu'est-ce que nous faisons, nous, les avocats? Nous continuons à aller faire notre besogne au palais. C'est peut-être pas la plus importante. Il y a peut-être une défense avec les gens dans le quotidien, dans le problème du tous les jours. Et il faut que nous soyons présents. Alors là, vous comprenez, les décorations, les titres et tout le reste, et les flonflons, ça disparaît. Et ça suppose une confiance et une présence à la société et à la vie qui, à mon sens, est une des exigences de l'avocat à venir. Mais vous avez d'autant plus raison que je crois avoir manifesté cette présence et j'ose dire ce dévouement à une catégorie de pauvres dont on ne parle jamais, sont les rapatriés et les harkis. De ceux-là, je n'ai jamais lu une ligne dans vos ouvrages. C'est dommage, car ils auraient été plus complets. Moi, je ne les connais pas, mais je connais beaucoup. Bien sûr que vous ne les connaissez pas. J'en connais parce que j'en défends, qui sont, eux, disons, réintégrés, qui ne sont pas dans les camps de harkis, mais j'en défends des harkis assez souvent. Et je reconnais qu'effectivement, voilà des gens qu'on a mis dans des situations impossibles. Et qu'on matraque tout aussi bien. Exactement. Ça, je suis d'accord avec vous. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez des avocats à votre tour? Eh bien, mais j'en pense beaucoup de bien. Ah bon? Pas dans votre livre. Ah, pas dans votre livre. Si. Vous avez l'air de dire que ce sont des tâcherons qui qui perçoivent des honoraires pour faire un numéro. Et vous dites ça Non. dans une page. Non, Pas non, un numéro de cirque, ça se Non, voyez, ça, je ne le dis pas. Pour Vous la avez l'air justice, de dire que voyez-vous, leur intérêt de toucher des Alors, honoraires. qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, le président? Ce que je dis, j'en en touche pas n'est-ce pas, toujours. Hein. c'est que je rapporte souvent, un certain nombre d'anecdotes concernant des avocats marginaux, n'est-ce pas? Et je montre que, de même que j'ai voulu faire sortir le magistrat de sa tour d'ivoire, eh bien, j'ai voulu faire sortir également l'avocat de la grandiloquence qui l'entoure dans le public. Vous les trouvez Le grandiloquents magistrat, en ce moment? mais non, le magistrat est un homme comme les autres, l'avocat est un homme comme les autres. Et j'ai montré dans certaines anecdotes, par exemple, que l'avocat a quelquefois un rôle à jouer en matière d'habileté. Et lorsque je raconte l'histoire devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône de cet avocat qui dit à son client, s'il s'agissait de juger une bande de gangsters comme il y en a dans la bonne, dans cette bonne région, n'est-ce pas, et qui dit, tu vois le grand là-bas, eh bien, dans le box des accusés, tu te mettras derrière lui. Et, je cite exactement, tu la boucleras. Bon, eh bien, l'avocat a été extrêmement habile, parce que lorsque nous avons délibéré, ce petit bonhomme caché derrière son gros complice, et qui n'avait pas ouvert, qui avait à peine ouvert la bouche, mais nous l'avons vu, bien sûr, mais il a paru dans le délibéré comme un comparse de dernier ordre, alors qu'il était aussi coupable que les autres. Voyez-vous? Alors je raconte cette histoire parce qu'elle montre qu'il y a non seulement la plaidoirie, n'est-ce pas, mais qu'il y a aussi l'habileté. Monsieur le Président, bien entendu, Monsieur les cas marginaux. Monsieur le Président, vous dites autre chose, vous dites ceci. J'ai reçu après l'audience la visite d'avocats, au pluriel, qui, après avoir plaidé l'acquittement avec l'apparence de la plus ferme conviction, me disait en aparté: vous avez été bien chic, à votre place, je l'aurais autrement sonné, ce salaud. Mais bien sûr, mais je l'ai entendu de mes oreilles. Moi, vous faites ça, tous les quatre? Je l'ai entendu. Pardon, mais ça, c'est le folklore. Monsieur Roméry, Oui, vous n'avez pas c'est un compris peu grand-chose à la folklore, défense. là, hein. Quand on lit ce que vous dites sur les magistrats, pour vous, sur les avocats, on a un peu l'impression que c'est des gens qui ont des trucs, qui sont malins. Mais c'est pas ça, le boulot de l'avocat. Ouais. C'est de rencontrer un homme. Je parle du pénal, hein, parce qu'en Oui, fait, on parle oui. tous un peu du pénal. Le reste est plus Mais c'est de important. rencontrer un homme, c'est de l'accompagner, c'est de le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on l'approuve, mais oui, de le comprendre parce que- et de le défendre, parce qu'il a le droit, même s'il a fait le pire des crimes, et il est important de le rappeler en ces semaines, Oui. même s'il a fait le pire des crimes, il a le droit d'être défendu, parce que ce n'est pas une bête, ce n'est pas un fauve, comme vous dites à certains moments, c'est un homme, un être humain.
Et c'est ça notre travail, c'est pas la petite astuce qu'on peut avoir au tribunal en face du procureur qui a aussi sa petite astuce ou du président qui a la sienne. Ça, c'est le dessus. Bien sûr, le procureur est moins astucieux que nous. Vous voulez dire qu'il serait un petit peu... Oui. Bon, mais c'est ça notre problème. Mais il y a tout de même une autre défense, c'est que l'on oublie trop souvent. Monsieur le Président, pour la sérénité des débats, je vais être obligé là. Non, pas tous en même temps. Je voulais dire Oui. que M. Omerio a aussi des mots très durs pour les avocats qui exercent des défenses politiques. Ça nous concerne. Ah, moi aussi. Oui. Et vous allez Mais voir... ce ne sont pas des mots très durs. Des mots très durs si vous dites qu'ils sont par la force des choses, du reste. Oui. C'est une analyse assez juste que vous faites, et Tixier-Vignancourt vous en apporte l'illustration dans son livre, je vais le dire dans un instant. Vous dites qu'ils sont en quelque sorte, par leur engagement, le complice de ceux que l'on poursuit, parce qu'ils ont un engagement idéologique ou politique. Et Tixier-Vignancourt raconte 2 ou 3 histoires où on pourrait penser à la limite qu'il a été un petit peu complice comme ça. Il raconte notamment qu'il avait reçu Bastateri un petit peu avant les événements. Ah oui. Là, je n'étais pas au courant, mais enfin, il est venu me parler. Sûr. Il raconte aussi de la même Moi, je n'aime façon pas. qu'il avait reçu quelques mois avant ce qu'on appelait l'affaire du bazooka. Vous avez participé à un dîner à Alger où tout le monde a exposé le plan qui consistait à supprimer le général Salan, remplacé par le général Cogny, et que tout ça est venu à moi. Et puis après, vous expliquez que lors de l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain, tout ça s'était un peu passé sous votre égide. Et du reste, vous en aviez profité pour aller vous avez passé un petit week-end là-bas, je crois, dans un hôtel voisin. Et vous racontez tout ça dans le livre. Alors ça accréditerait la thèse de M. Roméo. Eh bien, Les il y a un avocats mot, politiques je vais vous sont dire. en même temps des complices. Il y a un mot que je n'aime pas, c'est le mot complice, parce que Voilà. c'est un mot absurde. Mais que l'on soit solidaire, Voilà. c'est indispensable. Eh bien, mais je je n'ai crois rien que dit c'est le d'autre. mot juste, et j'ai été solidaire du général Salan, comme de tous les autres, croyez-moi bien. Ah, c'est pas tout à fait le même problème. C'est à peu près ce que je dis, Oui, mais puisque je me cite en exemple, alors- et je dis qu'étant procureur de la République pendant la guerre, dans une ville indochinoise qui s'appelait Longsuyen, et alors que j'étais gaulliste, eh bien, dans cette ville de Longsuyen, où il y avait un camp d'internés gaullistes, je passais les émissions de la radio anglaise aux internés, en faisant semblant d'aller faire des inspections. Par conséquent, je dis exactement, n'est-ce pas, ce que font les avocats, mais je l'ai fait moi-même et j'en suis fier. C'est vrai Et, qu'il y a un et comportement. Vous avez raison dans félicité une par certaine l'amiral Decoux. Bien, alors là, terminé Que pour les vous avocats. serviez loyalement. Maître, je vais vous poser une question. On va parler des peines, de l'équité des peines. Alors, je vous demande votre avis. Mais voilà, Monsieur le Président Romério dit les peines infligées sont équitables et même très souvent indulgentes. Les réduire, c'est affaiblir une répression qui ne suffit déjà pas à arrêter l'inflation criminelle, socialement aussi dangereuse que l'autre. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, alors il y a un problème de statistiques. Vous savez que les statistiques du ministère de l'Intérieur sont en contradiction avec, avec celles du ministère de la Justice. Mais compte tenu de ce que M. Romério est mon contradicteur occasionnel, je retiens celles de la justice, qui ont été publiées dans Le Monde récemment. J'ai vu que si la population française a doublé en 150 ans, en 1825, il y avait eu 700 condamnations pour homicide, y compris les assassinats, meurtres, etc. Et en 1974, ces condamnations n'étaient plus que de 400, alors que la population était passée de 28 millions à 52 millions. Alors je crois qu'il faut quand même... n'est-ce pas, limiter, voir les choses sous leur angle véritable. En ce qui concerne les sanctions, il faut voir comment les choses se produisent. Et il y a un problème dont je vous parlerai, je voudrais vous en dire juste un mot. Je pense notamment au problème du viol dont on parle en ce moment. Il est certain que c'est un problème auquel je suis particulièrement sensible. Il y a un désir de répression. Bon, j'ai été amenée personnellement à défendre 2 garçons qui avaient commis un viol sur la personne d'une jeune fille noire. Eh bien, j'ai été scandalisée alors que je les défendais parce que j'étais obligée, j'ai remplacé mon mari au pied levé, j'étais obligée de les défendre. Eh bien, d'abord, lorsque je les ai assistés en présence du juge d'instruction, le juge d'instruction appartenait à la même province que ces garçons. Je ne vous dirai pas laquelle pour ne pas créer un racisme de quelque ordre qu'il soit. Ce juge est venu derrière le dos de cette jeune fille, il lui a tapé dans le dos, il lui dit « alors tu étais d'accord ?» Bon, ça a commencé comme ça. Après ça, l'affaire est venue devant le tribunal et j'ai dit au président ce que je croyais devoir dire. C'était la seule chose possible, je ne voulais pas raconter des choses inexactes. J'ai dit « eh bien, il y a une chose épouvantable, il y a un animal qui sommeille en chaque homme et il y a, pendant les campagnes de guerre, il y a ce geste abominable qui se produit. Est-ce qu'il ne faut pas, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut vraiment
établir une inégalité absolue, les condamner à une lourde peine, ou est-ce qu'il ne faut pas au contraire leur inspirer le respect de l'autre? Car c'est ça le problème. Est-ce qu'il faut, et c'était également valable pour la peine de mort, est-ce qu'il faut inspirer la crainte de la mort ou est-ce qu'il faut donner le respect de la vie? Eh bien, c'est ça le problème, et j'ai été également frappée par le fait que ces garçons, en définitive, n'ont été condamnés qu'à une peine de prison avec sursis, alors que d'autres, dans d'autres circonstances, seront condamnés à une lourde peine de réclusion. Maître Boyer, est-ce que les peines sont équitables? Tout dépend de là où on place l'équité. Quels sont vos critères d'équité? Ou du moins d'indulgence, parce que c'est vrai que le tribunal est souvent indulgent. Tout dépend de la norme que vous adoptez, parce que votre indulgence, elle est fonction de la norme. Ça, c'est très vrai. Mais quand vous voyez le défilé des femmes, parce que c'est généralement des femmes qui ont volé pour 20 francs de marchandises dans un grand magasin le mercredi à Lyon, ça se passe, et que vous voyez en revanche la peine qu'il y a alors que le dommage est déjà répercuté dans les prix de vente à l'avance, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'elle est l'équité? Quand la même peine va être donnée pour une infraction semblable à des gens qui vivent totalement différemment, quand vous donnez 1000 francs d'amende, ce qui n'est pas une grosse peine, c'est une petite peine, à des gens qui ont le SMIC pour vivre, qu'est-ce que ça veut dire l'équité à ce niveau-là? Il faut connaître la vie des gens. Je dirais que le système judiciaire évolue entre deux conceptions. Ou la répression brutale, j'ai cru comprendre dans le livre de M. Romerio que c'était ça, n'est-ce pas? Il faut réprimer sévèrement, durement, sévèrement. Il le dit, il l'écrit. C'est une première conception. Et la deuxième, qui est au contraire, comme disait Boyer, d'essayer d'envisager la réinsertion dans la société, la rééducation. Alors, la prévention. La prévention. Alors, si on opte pour le premier système, j'ai cru comprendre que c'était le vôtre, on va évidemment vers l'escalade dans la répression, mais on ne résout pas le problème. On peut aller jusqu'à l'élimination, souhaitée par vous, puisque je lis sous votre plume qu'il faut supprimer la grâce, il faut supprimer le droit de grâce. Il ne doit pas y avoir d'amnistie. Et quand un individu succombe une nouvelle fois, il faut être encore plus sévère. Mais où est la... Et bien sûr. C'est la loi. Et vous le dites, c'est bien sûr. Et c'est la loi, oui, mais est-ce que c'est le bon système? Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur notre type de société, sur la délinquance, sur le climat dans lequel, au de délinquance, on vit, et en même temps, prôner peut-être autre chose que la répression. Et sur les résultats. Oui, mais c'est pas possible. Oui. C'est pas possible, si c'est pas chacun son tour. Oui, mais à vous, allez-y. Est-ce que les peines sont équitables? Oui. Ben, je répondrai, moi, très simplement ceci. Ça dépend quel est le genre d'infraction et ça dépend quel est le tribunal qui les juge. Et vous trouverez toujours, et vous le verrez au fur et à mesure, Maître Boyer, que vous avancerez dans la carrière, vous trouverez toujours des inégalités dans la répression des peines. Et vous les trouverez toujours. Mais ça, c'est comme la théorie des bavures, c'est commode, mais ça n'explique rien, ça. Ça n'explique rien. Vous trouverez toujours le problème du regard qu'on pose. Colette Pia parlait de viol. Eh bien, je lui répondrai, moi, ceci. Ça dépend si le viol est jugé aux assises ou s'il est jugé en correctionnel. Et je vais être très franc. Si c'est à Paris, ça sera assez sévère. Si c'est en province, pas tellement. Et pourquoi? Souvenez-vous toujours qu'aux assises, le jury est très sévère pour les actes que, dans le fort intérieur de chacun, il est certain qu'il n'aurait jamais commis. Il le croit. Mais il est plus bienveillant. Pour des infractions, parfois, et vous aviez raison, parfois tout aussi graves, mais en se disant que peut-être, un soir, il se serait laissé aller, pas forcément à commettre un viol, mais peut-être un crime passionnel. Voilà la différence, si vous voulez, entre le jury de Paris et puis un certain nombre de jurys de province auxquels l'inceste ne semble, par exemple, pas un crime inexpiable. Monsieur le Président. Ce n'en est pas un, du reste. Alors, crime je vais répondre à Maître Colette Pia qui a expliqué des statistiques, n'est-ce pas? Et je vais lui en donner une autre, et une statistique que j'ai prise à bonne source, puisqu'elle vient du livre de Maître Boyer, page 133. Qu'est-ce que nous voyons? Ce sont les indices de criminalité. Nous voyons que la plus forte, on a pris 5 pays de régimes à peu près identiques, tant sur le plan politique que social. La Suède, le Danemark, l'Allemagne,
les États-Unis et la France. La Suède vient en tête de la criminalité, avec 78,44 pour 1000. Cette Suède, dont on vante le libéralisme en matière de répression, les prisons portes ouvertes, eh bien c'est la Suède qui, de votre propre aveu, Maître Boyer, a le plus grand nombre de criminels. Non, attention, pas de criminels, mon Dieu. Indice de criminalité. Mais c'est pas les criminels, bon. C'est la grande truanderie du ministre de l'Intérieur de faire croire aux Français, quand on parle de criminalité, qu'il s'agit de crimes. Alors qu'il y a tous les accidents de la circulation. Non, mais je comprends très bien que ça vous c'est ceux gêne. qui conduisent plus mal que nous. Parce que ensuite, dans l'indice de criminalité, faut aller voir plus près. Vient le Danemark, 64,47 pour 1000. Oui. Le Danemark a un régime très libéral aussi. Peut-être qu'ils conduisent plus mal que nous. Un peu moins que celui de Alors la vous allez Suède. matraquer les chauffeurs. L'Allemagne vient ensuite. L'Allemagne a un régime plus rigoureux, mais l'Allemagne ne connaît pas la peine de mort. Ça va venir. 44,19 pour 1000. Ensuite viennent les États-Unis, où la peine de mort est sur la balance, où il y a une répression quand même assez sérieuse. 41,16 pour 1000. Et enfin, la France, qui a encore un système répressif correct, qui a conservé, et je l'en félicite, la peine de mort. Eh bien, la France arrive en queue de la criminalité, avec 34,62 pour 1000. Autrement dit, et pour continuer, si vous mettez je vais vous dire, Français, celle qui manque. Au temps de l'Allemagne nazie, il y avait encore moins de criminalité. Si vous mettez 1000 Français et 1000 Américains... Seulement, ensemble, les gens les descendaient ailleurs. Si vous mettez 1000 Français et 1000 Américains ensemble, vous n'aurez pas plus de criminels que si vous mettez simplement 1000 Suédois ensemble. Et puis mettez 10 000 nazis et vous aurez encore moins de criminels. Bon, alors écoutez, là, ça c'est pas un raisonnement. Il nous reste 5 minutes, alors on n'a pas le temps de parler ni de la réforme du jury d'assises que préconise Maître Boyer, ni des flagrants délits, ni de la garde à vue et beaucoup d'autres choses. Mais enfin, je renvoie... La réforme de l'instruction dont je parle dans mon livre. La réforme de l'instruction, par exemple, mais enfin, je renvoie au livre. Mais je vais vous poser... Juges itinérants. C'est ça, mais enfin, encore une fois, vous ne pouvez pas tout dire, et les téléspectateurs achèteront et liront vos ouvrages. Mais je voudrais quand même terminer sur 2-3 petites choses qui me paraissent intéressantes. Par exemple, François Romério, dans votre livre, vous dites, vous parlez du canard enchaîné, de l'affaire du canard enchaîné, dont monsieur Maître Dumas, et vous dites, ça n'est rien. Mais ce n'est rien. Et Watergate, attendez. Non seulement il dit que ce n'est rien, mais Watergate, ce n'est rien. Watergate, attendez, mais expliquez pourquoi. Non, mais alors, et alors, attendez. Ah non, j'ai une réponse personnelle, là. Oui. J'ai une réponse personnelle parce que s'il vous plaît. Parce que tout de même, n'est-ce pas, le canard enchaîné se plaint que des plombiers sont venus mettre des micros chez lui, et le canard enchaîné, il y a 4 semaines, publiait une lettre manuscrite de moi-même, adressée à la chancellerie, une lettre qui a été volée à la chancellerie et recelée par le canard enchaîné. Alors, tout de même... Il l'a reçu par le courrier. C'est le ministre qui a passé la photocopie. Comme la feuille d'impôt, qui vous savez. Maître Sévigny-en-Cour. Mais c'est un recel. Ce n'est pas la même chose. C'est M. Guichard, ça s'appelle un C'est recel. peut-être M. Guichard Qui qui a voulu vous faire une mauvaise plaisanterie. S'il vous plaît. Alors, tout de même, Je vais être obligé de faire évacuer la salle. Alors, la moitié de la salle. C'est très intéressant. Mais on ne sait pas laquelle. Sur le canard enchaîné, vous permettez. Ah non. Ah si. Laissez parler la défense. Sur le canard détournement de enchaîné. clientèle. Non. Du détournement Sur le canard enchaîné, j'ai ceci à dire qui est très simple. Le Watergate est une opération style canard enchaîné, mais faite par des messagers d'un parti politique. L'affaire du canard enchaîné est faite par des fonctionnaires de la République. Il ressort de cette comparaison que l'affaire du canard enchaîné est beaucoup plus grave que l'affaire Watergate. Pas moins de vous. Bien. Conclusion. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Il ne pouvait pas faire autrement. Ce qu'il pouvait faire, c'était de la motiver autrement. C'est ce que fera la chambre d'accusation et calmera ainsi les coins du canard. Non, mais ce qui me paraît, écoutez, encore un mot sur le canard enchaîné. Si la chambre d'accusation renvoie devant une juridiction, elle renverra devant rien. J'espère que le procureur de la République poursuivra le canard pour malade. Soyons sérieux. Sur l'affaire du canard enchaîné et la comparaison qu'a fait M. Romério avec l'affaire du Watergate. Et c'est le cœur de notre débat. Ce qui s'est passé au Watergate,
Watergate. Non, c'est la fin. Oui, oui, c'est le cœur et la fin. Vous allez voir, ça pourrait être une conclusion. C'est qu'au Watergate, il y a eu un conflit entre le pouvoir exécutif, qui mettait en cause le chef de l'État le plus puissant du monde, et un magistrat. Un magistrat américain. Et Dieu sait qu'on critique l'institution judiciaire américaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est le chef d'État américain, vous le regrettez, du reste dans votre livre. Oui. C'est le chef d'État, c'est le président des États-Unis qui a dû quitter son poste. Ben, je dis que ça, contrairement à ce que vous pensez, c'est encourageant pour l'exercice du métier de ministre. Et dans l'affaire du canard enchaîné, ce fut c'est l'inverse. catastrophique pour les États-Unis. C'est autre chose. C'est autre chose. Les États-Unis, interrogez les Sans Américains, compter ils en sont l'hiver. plutôt fiers. Ils en sont plutôt fiers. Bon, enfin, les Américains. Ils en sont plutôt fiers. Et je dis que dans l'affaire du canard enchaîné, c'est l'inverse qui s'est produit. Bon, maître Roland Dumas, autre petite question, c'est une grande question, mais enfin, vous allez répondre très rapidement. J'ai été tout à fait étonné parce que vous terminez, votre livre se termine là-dessus, vous dites je suis résolument contre la peine de mort. Oui. Et puis j'ai lu page 222, ces deux lignes. Je pense au procès Laval à la suite à l'exécution. Sans doute devait-on condamner Laval? Je crois que j'eusse voté la mort. Oui, c'est autre chose. Comment? Ah non, mais pardon. Là, j'interviens immédiatement. Ils sont contre Mais la peine de laissez-le mort, causer un peu, là. sauf pour les adversaires politiques. Voilà. Moi, j'ai pas entendu les adversaires politiques. J'aurais Quand on voté la fait peine. Sébastien Thierry, J'aurais voté la ceux-là, peine les de mort adversaires de la pour peine de mort, Laval je ne les ai pas pour les entendus. circonstances de la trahison de Pierre Laval. Oui. Autre chose. Mais je suis contre l'abolition de la peine de mort dans son principe en France. Contre Aujourd'hui, il la faut peine qu'il y ait de un mort large dans son débat principe. là-dessus. Il faut que le pays soit. Oui, Mais enfin. dans la mesure où la peine de mort existe, compte tenu du comportement de Pierre Laval, mais ça c'est un autre débat Non, qu'on non, pourra ailleurs, attendez. à voir ailleurs, Oui, j'aurais mais voté la Jean-Paul peine de Sartre- mort en 1944. Mais Jean-Paul Pierre Sartre est Laval. contre cette suppression. Il a dit que ferons-nous quand nous serons au pouvoir de nos ennemis politiques. C'est une référence. Je suis pour l'abolition de la peine de mort. Oui. Je suis pour En ce qui l'abolition de la peine de concerne- mort. en ce qui C'est peut-être concerne pas à moi, Pierre mais enfin. Laval, en ce qui concerne Pierre Laval, je m'excuse, mais dans mon livre, justement, j'en ai parlé parce que Avec beaucoup de courage. j'ai été scandalisée. Par J'ai l'exécution. été scandalisée C'est autre chose. alors que cet homme s'était suicidé, Mais on c'est ait évident. éprouvé le besoin Mais je de le le dis. ranimer et de l'asseoir Mais sur son fauteuil pour le Colette fusiller. Pierre, Et Colette j'ai dit, Pierre. c'est ça aussi la justice, parce que Colette Pierre, c'est vous n'avez inadmissible. pas lu mon livre, mais je vous en fais C'est pas le reproche. inadmissible. Il Je dis s'agit- la même chose. Oui, oui. Je dis la même chose. À partir du moment où Pierre Laval avait eu le sursaut de se suicider, ce qui était une façon de C'est réparer. des sections spéciales. Ce qui était Moi, une façon de bon, réparer c'est la son même honneur. chose. Non, de- pardon. de se Il faut restituer tout de même l'honneur pas- qui lui avait manqué. C'est Non, ma je vous conception. en prie. Bon, je dis, on Roland, n'avait pas le droit je de le vous en ranimer prie. et de l'asseoir sur une chaise pour Bon, l'exécuter. une dernière, non, Fallait parce le que laisser l'émission est mourir. finie. Et L'émission est s'il finie. était allé en Allez, Irlande, laissez mourir. au bout de 10 ans, il aurait été réélu sénateur du Puy-de-Dôme en voyant la tête qu'ont les autres. Et Merde Chamalière. Pierre Laval. Alors, dites une dernière question aussi, Roland Dumas. Vous dites ceci, vous parlez, il y a, je veux dire, 4 pages tout à fait remarquables qui sont enfin, plus remarquables que les autres sur des portraits de Oui. grands ténors du barreau qui sont tout à fait exceptionnels. Ah, je suis pas Et flatté, alors- là. mais alors justement, alors voilà, Ah, oui. je lis, je vais terminer l'émission là-dessus. Vous dites de Maître Tixier-Vignancourt, Ajax de la droite au palais, Tixier-Vignancourt. Les deux Ajax. Oui, c'est ça. mais Isorni enfin, et Tixier. Isorni et Tixier. Les frères Ajax. Tixier-Vignancourt sonore comme une cloche de cathédrale, Une mais cloche. une cloche d'un beau bronze, Bourdon, si vous plus de talent que de caractère. Là, j'ai pas compris, car Pourquoi je n'ai pas fait carrière à Mais cause alors- de mon caractère. Non. Enfin, carrière, Non, non, non. comme Plus on de talent l'entend que- dans la démocratie. J'en ai eu confirmation en lisant ce livre, qui est un bon livre, mais qui me laisse quand même certaines déceptions. Tu n'avais pas de caractère. Non, c'est pas ça. J'ai lu, et j'ai retrouvé ici le fil conducteur de toute une vie, qui va Oui, des c'est Basses vrai. Pyrénées au procès Salan, etc., en passant par le quartier latin, les batailles avec Mendès France, les campagnes contre la Gueuse que l'on voulait abattre, etc. Et je m'interrogeais de savoir comment... Ce livre ne répond pas à cette question, c'est pour ça qu'il me déçoit un peu. Je m'interrogeais de savoir C'est là le comment... manque de caractère. Comment cet homme, le petit Tixier-Vignancourt, allait devenir Tixier-Vignancourt qu'il est. Je ne vois pas pourquoi ce Tixier-Vignancourt qui a milité dans les mouvements d'extrême droite depuis sa jeunesse a fait ce choix, a choisi cette option d'être toujours marginal, de faire une grande carrière d'orateur parlementaire, une grande carrière d'avocat, et en définitive d'avoir fait des options qui ont toujours été démenties par les faits. Et qui, à la fin de sa vie, Mais ça manque semble de passer caractère. par-dessus bord. Ah, attendez. Semble passer par-dessus bord l'expérience de Pétain. Prenez des distances avec Non. Vichy, Non. reçu. Je les ai 41, prises. 2 pages. Je les ai prises Vous n'avez été, en que secrétaire- 41. vous n'avez été que secrétaire général à l'information, vous n'avez pas participé à tout ça. Moi, j'aurais préféré Tixier-Vignancourt qui disait... Mais je moi, peux j'ai pas été- dire que j'ai été participé fasciste. à ce à quoi... J'ai été Fasciste. j'ai été Ah non, partisan. ne vous j'ai été prenez pas pour partisan- Mitterrand, Roland. J'ai été partisan d'une certaine forme
de régime Fasciste. autoritaire. Bon, alors, écoutez, bon. Et je dis que c'est ça le manque de Bon, caractère. très bien. J'aurais préféré Mais le politique, savoir. c'est c'est politique, politique. c'est c'est pas politique. judiciaire, Et c'est alors, tout ce qu'il faut. Je termine là-dessus, c'est les dernières lignes du livre de Maître Colette Pierre. Elle dit maintenant, jetez ce livre comme Nathanaël, Voilà, partez loin, dans un monde étrange, sans avocat, sans juge, sans agressivité, sans peur. Ce monde où nous attendent qu'un mouton dessiné, une rose sous abri et le renard qu'on apprivoise. Où il est ce monde? Apprivoisé par les non-violents. Un peu, là. Non. C'est le monde du Petit Prince. Mais est-ce qu'on peut tous y aller, ce monde de Petit Prince? Il y Bien a ni sûr. juge, ni- Oui, oui, je Non, on se crois. mangera Parce que tout de je suite. crois que le monde de la justice, c'est un monde cruel et où règne surtout le hasard. Bien, alors deux autres Le règne- ouvrages pour le règne terminer. du crime n'est pas Euh, tendre. Voilà, un autre, deux, je m'en maintiens d'ailleurs simplement au témoignage, c'est Être avocat d'aujourd'hui par le bâtonnier Damien, le bâtonnier au barreau de Versailles. Oui, il aurait pu être invité aussi, mais quand j'ai eu connaissance de son livre, comme on dit, le plateau était déjà fait. C'est un très grand avocat. C'est un grand avocat, et le livre est intéressant c'est vrai. aussi, il parle de toutes les choses dont nous avons parlé aujourd'hui, et de bien d'autres choses. Donc c'est publié aux éditions Apil à Versailles. Voilà, on ne pouvait pas être 6, déjà 5 c'était très nombreux. Et puis un autre livre qui est un petit peu plus ancien, mais qui est très intéressant, c'est Sans âme ni conscience, par Olivier de Tissot. C'est un pamphlet contre les juges. C'est l'anti-Romério. Vous l'avez lu ce livre? Non, je ne l'ai pas. Alors je vais vous Par un l'offrir. magistrat. C'est aux éditions Ballan par un magistrat. Alors, C'était un magistrat qui a écrit ça. c'est un ancien magistrat. Ancien. Ancien magistrat, il a quitté, Ça écœuré, va. tout ça. Alors, Olivier de Tissot. Alors, Il est tranquille. Monsieur le Président, permettez-moi de vous offrir cet Eh ouvrage. bien, je vous en remercie infiniment. Voilà. C'est- Eh bien... Vous me le repasserez. Mais pour bien que- sûr. Non, mais je vais demander à l'éditeur Ballan qui vous l'envoie, mon Vous êtes mon bien cher gentil. maître. Eh bien, Monsieur le Président et maître, merci. Et eh bien, l'audience est levée. Bonsoir à tous. Voilà, alors vendredi prochain, Apostrophe aura pour thème ruse au pluriel et pouvoir au pluriel de l'argent, avec Jacques Attali, l'argent et la musique, Georges Bernier, l'argent et l'art, André Campana, l'argent et la politique, Édouard Chambaud, les paradis fiscaux, et puis avec la présence aussi de l'économiste Bernard Caze qui parlera du dernier livre de Galbraith qui s'intitule tout simplement L'argent.